vous propose de repasser maintenant à la suite du webinaire sur la partie un petit peu prospective cette fois, en passant la parole à Pauline Arama pour la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Oui, donc Pauline Arama, je suis chef déléguée du pôle risque sanitaire sol et sous-sol à la DREAL. Comme on l'a vu à l'instant avec les divers témoignages de pilotes et partenaires de Fiche Action, la productivité a été au rendez-vous ces dernières années, mais tout va bien parce que les idées ne manquent pas pour la suite. Et donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Parce que, donc, comme le précédent, notre futur PRSE4, il va s'inscrire dans un cadre national. Ce cadre national, c'est le 4e plan national santé-environnement qui a été publié le 7 mai 2021 et qui porte donc le joli nom le titre de « Un environnement, une santé ». Ce PNSE4 il est structuré en 4 axes, parmi lesquels en fait, on reconnaît certaines des orientations de notre PRSE3. On retrouve notamment l'aspect connaître, comprendre avec l'axe 1, qui vise à mieux informer les populations pour mieux les protéger. Ensuite, on retrouve le volet agir, réagir avec l'axe 2, réduire les expositions environnementales affectant notre santé. Ensuite, chose importante, on note que l'aspect déclinaison des actions au plus près du terrain, sur lequel on a été pilote en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du PRSE3, eh bien, ça fait maintenant l'objet d'un axe dédié, l'axe 3, qui s'appelle « Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires ». Et puis enfin, le 4e axe est vraiment orienté sur la recherche, mieux connaître les liens entre santé et environnement grâce à la recherche. Donc, on l'a dit, il y a 4 axes, mais surtout, il faut retenir que ce plan comporte 20 actions uniquement, donc un nombre resserré d'actions, 20 contre plus d'une centaine dans le précédent plan national, le PNSE3, ce qui doit permettre de gagner en lisibilité et en efficacité. Voilà. Alors, les 20 actions, je ne vous en montre pas la liste exhaustive aujourd'hui, mais elles ont vocation à ne pas être redondantes et donc à être complémentaires avec les autres plans nationaux et les stratégies thématiques, comme par exemple le plan éco-phyto pour les pesticides, le plan national d'adaptation au changement climatique, le plan radon, le plan santé au travail, voilà. Donc en fait, pour avoir la vision d'ensemble au niveau national, il faut connaître ces différents plans sectoriels. Concernant la gouvernance, rapidement, donc le pilotage est assuré conjointement par la DGS du ministère de la Santé et la DGPR, Prévention des risques, du ministère de la Transition écologique, qui sont donc en charge de la mise en œuvre du plan et puis de son articulation avec toutes les politiques publiques de santé et environnement. Ensuite, on a le GSE, le groupe santé-environnement, qui réunit les parties prenantes et auxquels sont associés plusieurs groupes de suivi des actions qui vont donc assurer un pilotage plus précis des différentes actions qui sont regroupées en blocs pour plus de facilité. Et enfin, ce qu'il faut noter, c'est la création d'un nouvel organe qui s'appelle le comité d'animation des territoires, qui est composé donc de représentants des collectivités, mais aussi des ARS, des DREAL, et qui va travailler sur le renforcement de l'intégration de la santé et environnement au sein des territoires. Voilà. Donc, comme son libellé l'indique, une santé, un environnement, au cœur du PNSE4 se situe donc cette notion de une seule santé, ou One Health, comme on l'entend souvent dire en anglais aussi, qui consiste donc à prendre en compte de manière intégrée la santé, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, compte tenu de tous les liens qui les unissent. Alors tout à l'heure, on aura l'occasion d'entendre parler des experts qui vont nous présenter quelle est vraiment, en quoi consiste cette notion, qui n'est pas forcément si évidente au premier abord. Et donc, j'en profite pour vous signaler que la DREAL a lancé il y a quelques semaines un appel à projet à destination des associations qui a pour objet, entre autres, l'accompagnement de la population à l'appropriation de cette notion d'une seule santé. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site internet si cela vous intéresse. Voilà. Donc, le Code de la santé publique, il prévoit que le plan national santé-environnement soit décliné dans les régions. Donc, ça va de nouveau être le cas avec le PNSE4. Bien sûr, les enjeux de cette déclinaison en plan régional santé-environnement, c'est une adaptation au contexte local, l'association des acteurs locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des actions, et puis la recherche de cohérence et d'articulation avec les plans, les stratégies, les schémas régionaux ou même à l'échelle infrarégionale. Donc, cette déclinaison du PNSE4 dans les plans régionaux, elle est cadrée par une instruction, l'instruction du 13 avril 2022, qui fixe plusieurs éléments de cadrage. Donc, je vous présente rapidement. Alors, il est demandé à ce que les PRSE4 des différentes régions s'inscrivent dans la démarche Une seule santé.
Il est demandé, c'est très logique, que leur élaboration se base sur le bilan des PRSE3 et donc que les actions fructueuses et qui ont encore du potentiel soient maintenues, elles soient amenées à perdurer. Et puis, à noter aussi, même si beaucoup de marge de manœuvre est laissée aux régions, qui doivent vraiment choisir des actions qui répondent à leurs enjeux prioritaires locaux, il est quand même demandé de décliner de manière obligatoire 5 actions compte tenu des enjeux nationaux qui y sont attachés. Donc, il s'agit d'une action sur la formation des professionnels de santé, une action sur la prévention des maladies transmises par les moustiques, une action sur la prévention des impacts des espèces envahissantes proliférantes comme l'ambroisie, une action sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des établissements accueillant des populations sensibles, et enfin une action sur la surveillance de la faune terrestre et la prévention des zoonoses. Donc, on sent que le Covid est passé par là dans la mise en lumière des actions. Voilà. Alors, un autre élément de cadrage important de cette instruction est qu'il est demandé une mise en cohérence du PRSE 4 avec les autres outils de programmation définis localement, par exemple le SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable, etc., les PCAET, les PPA, les PLU. Mais surtout, ce qui est exigé, c'est que la construction du PRSE 4 soit coordonnée avec les travaux menés pour le renouvellement des projets régionaux de santé, les PRS. Et donc, il va y avoir une synchronisation des calendriers qui sera nécessaire. Enfin, derniers éléments de cadrage à mentionner, l'instruction prévoit que les projets de PRSE devront faire l'objet de consultations, avec notamment la consultation obligatoire de la CRSA, qui est la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. D'autres consultations facultatives sont toujours possibles. Voilà. Et concernant l'officialisation du plan, comme les précédents, il est prévu que les PRSE 4 soient signés conjointement par le préfet de région, le directeur général de l'ARS et, si possible, le président du conseil régional. Et il est attendu que cela soit fait, que ce soit signé et mis en œuvre avant la fin de l'année 2023. Voilà. Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur notre perspective pour le PRSE 4 Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, en fait, on envisage un PRSE 4 dans la continuité du PRSE 3, puisque les approches que l'on a adoptées ces dernières années s'avèrent en cohérence avec les enjeux et les orientations du nouveau PNSE 4. Donc, on va reprendre les axes, les objectifs du PRSE 3, mais bien sûr avec l'ajout de cette dimension Une seule santé. Et donc, on va se baser sur le bilan du PRSE 3 et également la mise à jour récente de l'état des lieux santé-environnement de la région, que Bruno a évoqué tout à l'heure, pour donc poursuivre les actions fructueuses du PRSE 3, mettre encore plus l'accent sur la territorialisation, qui constitue donc maintenant un axe dédié du PNSE 4, et bien sûr ajouter les actions obligatoires du PNSE 4. Et notre élément important, c'est que bien sûr, nous allons chercher l'articulation avec la stratégie eau air sol portée par le préfet de région et que Françoise Noire a évoqué tout à l'heure en introduction. Et puis, on cherchera aussi l'articulation avec d'autres dispositifs locaux, comme les CRTE, ça a été évoqué dans une question du chat tout à l'heure, pour vraiment travailler sur des projets de territoire, essayer d'être au plus proche du terrain. Voilà. Alors, il faut noter aussi que la mise en œuvre de l'approche élargie Une seule santé, ça va nous conduire à chercher à élargir l'implication des services déconcentrés de l'État, en complément de l'ARS, la DREAL, le SGAR, qui sont là aujourd'hui. Nous sommes donc les porteurs actuels du PRSE 3. Et là, je pense par exemple à la DRAF pour tous les sujets alimentation, agriculture, forêt, l'OFB pour les sujets biodiversité. Donc, on voit qu'il va falloir élargir à de nouveaux partenaires, ce qui va forcément être intéressant. Mais en termes de concertation locale, on propose de continuer le travail avec les parties prenantes rassemblées au sein de la communauté régionale santé-environnement que vous représentez aujourd'hui, parce que ça a prouvé son efficacité. Alors, côté calendrier, les choses vont s'accélérer à partir de l'automne, puisque globalement, on prévoit une élaboration sur une période d'1 an, entre novembre 2022 et novembre 2023, pour la publication du PRSE 4. Et donc, vous serez largement impliqués, parce que cette concertation, on l'a dit, est vraiment importante. On sera amené à recueillir vos propositions à divers stades et par différents outils, dans différents formats, avant d'arriver donc à un projet de PRSE qu'on pourra vous présenter, avant d'aboutir à un plan final qui, on l'espère, donnera satisfaction à tout le monde. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pauline, pour ces éléments prospectifs sur le futur plan, enfin l'actuel plan national 4 et puis le futur PRSE 4. On vous propose de poursuivre avec quelques interventions autour de cette fameuse approche Une seule santé.
non sans vous avoir indiqué qu'il y a beaucoup de questions sur le chat auxquelles il n'est pas forcément possible de répondre en temps réel. Donc, on répond à certaines questions factuelles tout de suite. Pour d'autres questions, on en prendra quelques-unes à la toute fin de ce webinaire. Et puis, pour d'autres questions, ça fera l'objet d'une réponse différée qui vous sera envoyée dans les tout prochains jours. Sur l'introduction donc à ce fameux concept Une seule santé, nous avons prévu 3 prises de parole pour vous donner 3 angles de perception et d'appropriation différents de cette notion. Donc, il y aura d'abord la prise de parole de Christine Ferron pour la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, la FNES. Il y aura ensuite Pascal Boireau, directeur du laboratoire de santé animale à l'ANSES, et puis Diana Sepulveda, ingénieure santé-environnement à la ville de Lyon. Donc, je donne la parole à Madame Ferron. Bonjour à tous et toutes. Je remercie les organisateurs et organisatrices de ce webinaire de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Voilà, alors effectivement, j'ai été invitée à vous présenter de manière un peu succincte mais l'initiative One Health et ses liens avec la promotion de la santé. C'est vraiment l'orientation générale de cette courte présentation. Et en fait, je voudrais commencer simplement par rappeler que plusieurs concepts ont émergé au cours des dernières années qui relient la santé humaine à son environnement animal et écologique, et que l'émergence de tous ces concepts se situe dans le contexte du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de la mondialisation économique. Ce sont les concepts de Eco-Health, Global Health, Planetary Health, et celui dont je vais parler, c'est le concept de One Health. Alors, l'initiative One Health, elle a été rapidement évoquée à l'instant. Elle résulte d'une association entre l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et elle promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, de la santé animale et de la santé environnementale, considérées comme interdépendantes aux échelles locales, nationales et planétaires. Cette approche, elle vise à mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique et bien sûr, on comprend bien l'intérêt qu'elle suscite aujourd'hui. Alors, pour faire cette brève présentation, je vais reprendre en fait 3 interventions qui ont été présentées au cours de la session One Health, une seule santé pour tous et toutes. Comment l'initiative One Health peut-elle s'inscrire dans une perspective de promotion de la santé? Une session qui a été organisée par notre fédération dans le cadre du congrès 2021 de la Société française de santé publique. Et chaque intervention a été suivie d'une illustration sous la forme d'une action concrète menée par l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier Lucie Pelos qui a fait ces présentations. Alors, je rappelle très rapidement ce qu'est la promotion de la santé. C'est un ensemble de pratiques spécialisées de santé publique qui visent le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes sur leurs conditions de vie et de santé, à l'aide de stratégies d'intervention telles que l'éducation pour la santé, l'organisation communautaire, l'action sur les environnements, le plaidoyer politique et la réorientation du secteur du soin. Les interventions en promotion de la santé sont des systèmes d'action complexes et multiniveaux qui impliquent une diversité d'acteurs coordonnant leurs actions en fonction des conditions et du milieu dans lesquels elles sont mises en œuvre et qui favorisent toujours la participation et le développement du pouvoir d'agir des populations avec un souci d'équité en matière de santé. Et ces systèmes d'action peuvent prendre la forme de stratégies, de politiques publiques ou de programmes qui peuvent émaner d'une variété de secteurs qui vont caractériser la promotion de la santé comme un domaine pluridisciplinaire et comme une démarche privilégiant l'intersectorialité. Et c'est là qu'on retrouve la notion de santé dans toutes les politiques qui concerne évidemment également l'approche One Health. Alors, la première intervenante de notre session, c'était Hélène Soublé, qui a présenté une communication intitulée Initiative One Health, 3 piliers pour une urgence. Et Hélène Soublé donc, nous a présenté ce schéma qui est très parlant, qui montre au fil des millénaires et des siècles l'émergence des pandémies. Et ce que constate Hélène Soublé, c'est qu'au moins 6 pandémies mondiales ont eu lieu depuis la pandémie grippale de 1918, dont celle du VIH-Sida, du SRAS et de la Covid-19, ainsi que 3 autres pandémies causées par les virus de la grippe. Elle constate également que la fréquence de ces pandémies augmente avec le temps.
Le premier pilier, en fait, que met en avant Hélène Soublé par rapport à cette situation, c'est la protection de la biodiversité. Et là encore, Hélène Soublé rappelle, au travers de ce schéma, hein, que le pourcentage cumulé, en fait, sur la base d'un taux d'extinction des animaux au niveau de la planète, n'a fait que croître au fil des derniers siècles, avec une augmentation très, très importante au cours du siècle dernier. Ce que montrait également Hélène Soublé, c'est que ces extinctions animales ont suivi de manière très spectaculaire en fait l'arrivée des êtres humains, et quel que soit le continent concerné, donc avec ces trois graphiques que je vous montre ici. Et enfin, elle a montré également que finalement la proportion en fait d'animaux sauvages sur la planète est également infiniment moindre que ce qu'elle était il y a quelques centaines de milliers d'années, et que à la fois la masse représentée par les êtres humains et par les animaux domestiques représente aujourd'hui une masse très très importante par rapport aux animaux sauvages. Alors, la biodiversité s'effondre, et alors, demande Hélène Soublé, en fait, la prédominance de l'être humain et de nos animaux domestiques modifie la dynamique des agents infectieux, perturbe la répartition et la composition des communautés végétales et animales et fragmente les habitats. La détérioration des écosystèmes par les activités humaines, que sont notamment la déforestation, la multiplication des infrastructures humaines, l'urbanisation, le développement de l'élevage, la participation au changement climatique, toute cette détérioration concourt à rassembler les conditions favorables à l'émergence de maladies infectieuses, alors que la biodiversité est véritablement au cœur de toute vie sur Terre. Le deuxième pilier qu'a mis en avant Hélène Soublé dans son intervention, c'est la prévention de l'exposition par contact. Elle rappelle que les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent directement ou indirectement des animaux aux humains et vice-versa, que ces zoonoses sont à l'origine de 60% des maladies infectieuses des êtres humains, qu'il s'agisse de la maladie de Lyme, d'Ebola, de la toxoplasmose. Plus de 70% des maladies émergentes sont causées par des microbes présents chez les animaux qui se propagent par contact entre les animaux sauvages, le bétail et les êtres humains. Et presque 100% des pandémies ont été causées par des zoonoses. Il est donc essentiel d'inclure la science de la santé de la faune sauvage comme une composante essentielle de la prévention, de la surveillance, du suivi, du contrôle et de l'atténuation des maladies au niveau mondial. Il s'agit alors d'interroger notre modèle de développement, de déforestation, d'agriculture intensive, d'urbanisation et d'industrialisation. Le troisième pilier qu'a mis en avant Hélène Soublé, c'est la protection des milieux naturels. Il s'agit pour elle de reconnaître que les décisions relatives à l'utilisation des terres et à l'utilisation de l'eau ont des répercussions réelles sur la santé. Les altérations de la résilience des écosystèmes et les modifications des schémas d'émergence et de propagation des maladies se manifestent lorsque cette relation n'est pas prise en compte. Et elle citait notamment un article scientifique montrant le lien entre l'émergence du virus Ebola et la déforestation dans les pays où ce virus a émergé. Alors, un exemple d'action mis en place par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes s'intitule « Capitalisation transversale de dynamique collective de revégétalisation et débitumisation de l'espace public », un travail qui a permis à de nombreux acteurs de prendre conscience du fait qu'en travaillant sur la revégétalisation, ils amélioraient aussi la santé des humains. Il y a donc une nécessité de décloisonner les approches. Une préservation de l'environnement va de pair avec la préservation de la santé. Madame Ferrand, j'en profite pour vous glisser qu'il vous reste environ 2 minutes. Ah bon, très bien. Bon, ben, ça va être un peu difficile. Alors, Cyril Harpé, lui, a montré les convergences entre la promotion de la santé et la santé-environnement. Une convergence dans les termes, une convergence également dans l'esprit et une convergence dans les recommandations. Mon diaporama sera à disposition, vous pourrez retrouver les détails de ces présentations. Il a également montré que dans les termes, il y avait un travail de vocabulaire commun à mettre en œuvre pour que les différents secteurs puissent travailler ensemble.
Et enfin, il a mis en évidence aussi qu'il y avait des divergences entre les différents secteurs, également dans l'esprit, dans les mesures ou dans les pratiques, avec un certain nombre d'exemples. Ce qui manque, selon Cyril Arpey en santé-environnement, ce sont les diagnostics en environnement et santé sur les territoires, c'est l'approche populationnelle, c'est les études concernant les comportements, usages et pratiques des populations, et c'est la transversalité des expertises. Un exemple d'action qui a été menée dans ce cadre par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, penser ensemble la santé des écosystèmes et la santé humaine, une exigence pour promouvoir la santé. À chaque fois, vous avez aussi les liens, donc vous pouvez aller rechercher des informations sur ces différentes actions. Il s'agissait pour l'IREPS d'identifier les causes de l'engourdissement de la promotion de la santé par rapport à One Health, avec notamment une vision anthropocentrique qui prend en compte les déterminants sociaux de la santé, mais néglige souvent les déterminants écologiques, et des pistes pour l'action en promotion de la santé, comme favoriser l'éducation dehors, renforcer la connaissance et la prise en compte des émotions, développer les compétences psychosociales autour de la santé environnementale et accompagner les territoires à prendre en compte les multiples déterminants de la santé humaine et de l'environnement dans la mise en œuvre de leur politique. Et enfin, la troisième intervention qui émanait de l'INRA, en quoi la protection de l'environnement et la réduction des inégalités sociales de santé sont-elles indissociables? Les inégalités sociales nuisibles à l'environnement, des maux environnementaux qui creusent les inégalités, par quel processus? Par l'inégalité sociale d'exposition aux risques, d'accès aux ressources, d'impact sur l'environnement, de pouvoir d'agir, de capacité à bénéficier des politiques environnementales. Les inégalités sont renforcées par les politiques publiques environnementales qui accroissent les inégalités de participation aux efforts et de distribution des bénéfices. Et là encore, un dernier exemple d'action mis en œuvre dans ce cadre par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui a organisé une matinée débat pour réfléchir sur le lien étroit entre facteur social et facteur environnemental, pour battre en brèche finalement un certain nombre d'idées reçues, selon lesquelles les risques environnementaux concerneraient toutes les populations de la même manière, ou également selon lesquelles les populations défavorisées seraient moins respectueuses de l'environnement, ou que tous pourraient bénéficier de la même façon des actions publiques en lien avec un mieux-être environnemental, et le rôle fondamental que jouent les politiques publiques, avec la nécessité de changements structurels pour aller vers plus d'intersectorialité, l'importance de l'éducation et la mobilisation du levier de la participation au travers de démarches associatives, de la mobilisation des habitants face à un problème environnemental, du droit à savoir, etc. Alors, j'en termine très rapidement avec les principaux enjeux. Intégrer véritablement les trois dimensions de la santé humaine, animale et environnementale, et notamment en transformant en politique les concepts novateurs et ambitieux avancés depuis 20 ans pour proposer des progrès dans ce domaine. Et enfin, soutenir les collectifs intersectoriels compétents et mobilisés qui existent au niveau local et surmonter les conflits d'intérêts et conflits d'usage qui empêchent de progresser en cette matière. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Ferron, pour cet exercice difficile de mettre en perspective le lien entre une seule santé et la notion d'inégalité sociale, territoriale et environnementale de santé. Merci pour votre esprit synthétique. En complément, maintenant, je vous propose de passer à la prise de parole de Pascal Boireau, de l'ANSES. C'est bon. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour cette invitation et merci également à Madame Ferron d'avoir bien, je dirais, illustré et présenté le terrain, puisqu'on me demandait de faire un zoom sur cette définition de ce qu'est un monde, une santé, de ce mot d'ordre épistémique, un mot compliqué, mais qui illustre en fait ce que cela veut dire. Tout compte fait, c'est plus qu'un concept, c'est moins qu'une réalité à décrire. En fait, c'est une action à mener. Voilà ce qu'est le One Health, tout compte fait, un monde, une santé. Alors, pour l'illustrer, je renvoie bien sûr à Michalon qui a illustré cela dans une revue internationale récemment au niveau définition, qui est, je trouve, une définition tout à fait réaliste. Nous sommes liés tous ensemble sur cette petite planète qu'on appelle la Terre, qui, je le rappelle, n'est pas en accordéon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas extensible.
Et donc, il y a aussi des maladies infectieuses. J'insiste un tout petit peu en tant qu'infectiologue qu'une maladie infectieuse, tout compte fait, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre individuel et c'est un déséquilibre collectif. Vous l'avez vécu pour l'épisode de la Covid-19, vous le vivez encore. Effectivement, c'est un signe. C'est un signe, une maladie infectieuse est un signe de perturbation globale ou individuelle. L'individu ne peut pas surmonter un agresseur. Alors, dans quel monde on vit pour définir ce contexte et comment aborder ce mot d'ordre épistémique One Health, un monde, une santé? Eh bien, on va faire un petit voyage dans le temps et l'espace en 8 minutes. Dans le temps, eh bien, dans le temps, on peut résumer notre humanité. Vous voyez qu'elle est très courte, notre humanité, tout compte fait, à l'échelle de la Terre. Elle est de quelques dizaines de milliers d'années, tout compte fait, c'est tout. Et si je reviens à la fin de la période glaciaire que nous avons vécue au sens de l'humain, c'est-à-dire qui s'est éteint à peu près à 14 000 ans de cela, la température s'est relevée. Vous voyez que la température était de l'ordre de moins 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Et là, eh bien, les humains ont posé leurs valises, ont posé leurs tentes, et nous sommes passés du nomadisme au cercle villageois. Et c'est là que la domestication a pu se faire. Domestication de plantes agronomiques, domestication des espèces animales. C'était la fin du mammouth, vous l'avez vu sur la précédente présentation, et donc l'homme est passé de la cueillette et chasse à la domestication. Et si je fais un raccourci dans le temps, quelques milliers d'années plus tard, le cheval a été domestiqué pour lui permettre d'avoir la force motrice animale, ce qui a atténué l'esclavage, parce que si on n'a pas la force motrice animale, tout compte fait, on a des esclaves. Et puis, fantastique, la machine à vapeur a été trouvée il y a un peu plus de 2 siècles quand même déjà, et cette machine à vapeur a commencé de remplacer la force animale elle-même. Et alors là, coup de génie que les humains ont eu, ils ont trouvé le pétrole, c'est-à-dire le condensat de l'énergie pour nous faire bouger ces machines à vapeur. Et donc, nous vivons depuis 2 siècles dans ce concept d'énergie et de consommation d'énergie pour faire bouger nos machines, ce qui a eu des effets tout à fait fantastiques, la fin de l'esclavage, la fin également de la traction animale dans beaucoup de parties du monde, mais pas partout. Donc voilà notre humanité. Vous voyez comment l'animal est intriqué avec notre humanité. Mais dans quel monde sommes-nous? Nous sommes toujours intriqués avec ces animaux et nous sommes dans cette biodiversité qui a été présentée par Madame Ferron, cette biodiversité pour laquelle le monde animal est relativement petit, vous le voyez sur la partie gauche de l'écran, par rapport au domaine de plantes et de bactéries ou de protozoaires. Par contre, si vous regardez sur la partie droite, vous voyez que l'humain et les animaux de rente, ce qu'on appelle les livestock en anglais, effectivement, est tout à fait important, notamment par rapport aux vertébrés sauvages. Les vertébrés sauvages, tout compte fait, si je reprends le graphe qu'a publié Serge Morand il y a quelques années, vous voyez que la Terre est dominée au niveau des animaux à 4 pattes, vertébrés à sang chaud, essentiellement par nos animaux domestiques, qui sont là pour nous nourrir, nous vêtir, nous alimenter, ou pour tirer des charrettes, dans certains cas. Donc, vous voyez que tout compte fait, la biodiversité des animaux à 4 pattes vertébrés, elle est réglée. Elle est réglée, elle est confinée dans les parcs naturels et les zoos. Ça, c'est une affaire qui est réglée. Il n'y a pas à se dire on va recréer la biodiversité, c'est réglé. Alors, bien sûr, la population humaine également a été multipliée par 2 en l'espace d'un demi-siècle. Je rappelle, la Terre n'est pas extensible. Et parce qu'en même temps que la population humaine s'accroît, la population de nos animaux à 4 pattes préférés s'accroît aussi. Et donc, on occupe l'espace. Et l'espace ne pourra pas être occupé indéfiniment parce que nous sommes sur une Terre qui est limitée. Alors, si je rentre un petit peu dans cette notion-là, il y a aussi un grand brassage de ces agents microbiens, parce que je vous ai montré tout à l'heure que la biomasse microbienne est bien plus importante que la biomasse du monde vertébré animal à sang chaud que nous connaissons.
Et donc, il y a un partage. Et dès lors qu'il y a aussi un monde dans lequel nous empruntons sur les générations futures, là, il y a un problème. Et c'est là qu'il y a le problème d'un monde, une santé, tout compte fait. Le monde, il est là le problème. C'est que nous vivons à crédit. C'est-à-dire que nos fameuses machines à vapeur, nous les faisons tourner en empruntant sur une énergie fossile que nous consommons, j'ose le dire, de façon éhontée, puisque c'est la première fois de toute l'humanité, bref, vous avez vu quelques dizaines de milliers d'années, que nous empruntons sur la tête de nos enfants sans leur demander leur avis, et de nos petits-enfants. Alors, je dirais l'emprunt sur les enfants sans leur dire, en leur cachant parce que ça signifie qu'eux n'auront pas la facilité que nous avons, puisque comme vous le voyez, à partir de du 5 mai de cette année, nous empruntons sur la tête de nos enfants pour tout ce que nous brûlons, pour tout ce que nous consommons comme énergie. Quand vous allumerez votre électricité ce soir à la maison, vous penserez que vous consommez sur la tête de vos enfants. Nous tous, nous consommons sur la tête de nos enfants. Quand nous allumerons ce soir notre écran de télévision, nous consommons sur la tête de nos enfants. C'est fantastique, ça n'a jamais existé précédemment, c'est nouveau. C'est nouveau, l'impact pourrait s'arrêter là, au-delà du fait que nous sommes égoïstes collectivement à emprunter sur nos enfants, c'est qu'à consommer de l'énergie, nous brûlons et nous produisons du CO2. Tous les scénarios indiquent qu'en 2050, nous serons à plus 2 degrés. Je vous ai montré ce qu'était l'impact d'une période glaciaire, 4 degrés de différence. 2 degrés, c'est la moitié. Ce changement aura des conséquences gravissimes, notamment, bien sûr, par l'émergence d'épidémies. Ça a déjà été dit, il y a une émergence. Notons que nous avons relativement peu de remèdes pour lutter contre ces maladies émergentes, mais tout compte fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un lien dans notre monde entre la santé de l'environnement, la santé animale et la santé humaine. Quand l'un ne va pas, il y a un impact sur les 2 autres compartiments. Et donc, les défis aujourd'hui, eh bien, tout compte fait, c'est avec une grande humilité, d'abord, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas si nous empruntons sur la tête de nos enfants, tout simplement. Et donc, c'est vraiment, si je reprends ce mot qui vient d'être remis dans un journal récent, il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie, c'est-à-dire que ce mot d'ordre épistémique, un monde, une santé, est là avant tout pour nous permettre d'agir dans notre activité avec une grande économie et que tout ce que nous faisons soit fait d'abord avec économie. Parce que je vais terminer ici, tout compte fait au niveau pratique. Vous avez une démarche au niveau régional qui est tout à fait importante parce que la cellule régionale comme la cellule familiale doivent travailler de concert, comme l'État doivent travailler de concert effectivement sur ce concept, puisque vous voyez que nous sommes au cœur de notre humain, au cœur de l'évolution de notre humanité. Et que là, je dirais, si on prend ce mot, le progrès n'a un sens que s'il n'empiète pas et ne détruit pas là où il va. Or, force est de constater que depuis le petit raccourci de l'histoire de l'humanité que je vous ai fait, je ne vous mets pas tous les indicateurs de destruction, mais je vous les laisse découvrir, ils existent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on doit agir dans la sérénité et également dans la créativité avec cette sobriété que nous devons tenir compte, puisque nous sommes très nombreux, eh bien, nous devons partager encore plus. Et quand vous achetez un bien, je vous pose la question, connaissez-vous le taux de production de CO2 pour ce bien? Quand vous achetez un bien, connaissez-vous le coût en eau de ce bien? Quand vous achetez un appartement ou que vous louez un appartement, est-ce que vous êtes intéressé au classement bien-être santé de cet appartement, sachant que vous avez tous les indicateurs pour l'énergie, pour la production de gaz à effet de serre, mais est-ce que vous êtes intéressé au bien-être de cet appartement qui, effectivement, si vous êtes en mal-être, il y a un risque de tomber malade. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boireau, pour cette manière d'appréhender le concept d'une seule santé complémentaire à l'intervention de Madame Ferron et qui
va être complété par l'intervention de Madame Sepulveda dans quelques secondes. Merci encore pour cette intervention. La parole est donc pour cette troisième prise de parole autour du concept Une seule santé à Diana Sepulveda de la ville de Lyon. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup aussi à M. Boireau et Mme Ferron d'avoir vraiment complété cette approche Une seule santé. Moi, je vais vous parler plutôt du côté pratique d'une seule santé. Par contre, je ne peux pas démarrer le partage de l'écran parce que... Oui, effectivement, M. Boireau. Alors, je continue à me présenter. Je suis biologiste et ingénieur de formation. Et je travaille à la direction de la santé de la ville de Lyon comme chargée mission de la mission biodiversité urbaine et santé. Voilà, alors je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que là, on le voit? C'est bon. Oui. Je vais arrêter la vidéo, comme ça, la bande passante va être plus facile. OK. Voilà, moi, je vais intervenir plutôt sur ce côté, en fait, pratique d'une seule santé. Comme M. Barreau, il l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'approche d'une seule santé, c'est une action à amener. Et vous allez voir pourquoi on dit ça à la ville de Lyon. Alors, Madame Ferron, par contre, j'ai un problème pour passer mon... Voilà. Madame Ferron, il avait dit, moi, je ne vais pas rester longtemps dans ces diapositives-là, mais la nature et les espaces végétalisés sont de plus en plus présents dans les villes françaises, hein, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ces natures. Et Madame Ferron, il a bien dit. Alors, on est en train de refabriquer les villes, parce qu'on donne place aux vivants à tous les niveaux. Et qui dit tous les niveaux, on parle de trames vertes, de renaturalisation des sols, de végétalisation, de création des espaces verts, de l'agriculture urbaine aussi, la végétalisation des cours d'école, des jardins partagés. On a aussi, en fait, des poulaillers pédagogiques. On a des présences de parcs urbains, évidemment, des zones humides, des zones de baignade urbaines, etc. Là, je suis en train de vous parler de biodiversité urbaine. Alors, c'est-à-dire que le paysage urbain, il est en train d'évoluer dans une vitesse vraiment, en fait, on le voit à Lyon, on est en train de réintroduire la nature. La nature, mais c'est tous les jours qu'on voit passer des projets. Et il faut prendre en compte aussi que cette évolution de ce paysage urbain, en parallèle aussi, il y a les interfaces et les interactions homme-animal-environnement qui vont évoluer aussi. C'est-à-dire, les enjeux sanitaires et les enjeux environnementaux sont largement croisés. Et là, pour nous, les villes, on se pose la question comment, avec ces renaturalisations en ville qu'on a besoin, parce qu'il répond à beaucoup des enjeux en fait, environnementaux, sanitaires et de santé, pardon, comment faire en sorte d'avoir une biodiversité urbaine plus présente, évidemment, sans pour autant augmenter les risques sanitaires. Et bon, là, je peux donner un exemple, les risques zoonotiques à l'intérieur des villes pour nos populations. Et là, M. Barreau, il a dit vraiment bien, le COVID nous rappelle que la santé des humains, la santé des animaux domestiques et sauvages, la santé des plantes et la santé d'écosystèmes, et là, je vais parler d'écosystèmes urbains, est étroitement liée et interdépendante. Ça veut dire que si on reconnaît cette interdépendance, on va reconnaître aussi la nécessité d'une démarche transversale. Et c'est ça l'approche Une seule santé, One Health. C'est une approche qu'on peut dire complexe, mais c'est plus proche de la réalité. Et c'est dans ce cadre que nous avons, en fait, à la ville de Lyon, en fait, nous avons souhaité aborder la biodiversité urbaine sous un angle pluridisciplinaire, évidemment, dont les enjeux de santé publique et santé environnementale à travers la mise en place de différents projets et partenariats qui vont impliquer de manière active la communauté scientifique, les gestionnaires des espaces publics urbains et les professionnels de la santé. Alors, ces projets scientifiques, en fait, que vous voyez là, ils visent
étudier, en fait, l'objectif, c'est étudier comment la qualité des différents milieux, que ce soit terrestres, aquatiques et atmosphériques, on a un impact sur la santé, sur les trois santé qu'on parlait tout à l'heure, sur la santé humaine, sur la santé animale, sur la santé végétale et la santé, moi j'aime bien les mots, la santé d'écosystèmes urbains en ville, en fait. Alors, à travers de ces projets, en fait, on a l'Atlas de la biodiversité lyonnaise, qui on travaille avec la direction des espaces verts. Cet atlas qui a pas mal de villes qui l'ont aussi, pour nous, c'est un outil très intéressant parce qu'à travers de cet outil, on peut créer des indicateurs de qualité des milieux par les croisements des données, que ce soit des données de la qualité écologique ou que ce soit des données de la qualité sanitaire des milieux, avec plusieurs informations géographiques, avec une analyse thématique sur les différents facteurs qui vont conditionner la présence ou non des différentes espèces. Parmi les espèces, si je peux utiliser les mots nuisibles, mais c'est mieux le mot enjeu, dans ces espaces-là. Alors, bon, là, je vais passer. Bon, là, moi, chaque projet-là, pour nous, c'est un outil, c'est un moyen pour pouvoir caractériser comment et dans quelle mesure les paysages urbains lyonnais favorisent ou limitent la propagation des espèces en jeu. Évaluer aussi les impacts de la réintroduction de la faune sauvage au milieu urbain. Parce que pourquoi je dis faune sauvage? Parce qu'on est normalement en train de connecter les trains verts et bleus. Qui dit connexion des trains verts et bleus, on parle de perméabilité des corridors écologiques. Ça veut dire qu'on ramène un peu la campagne dans nos villes. Mais il faut se poser aussi la question parce qu'on peut polluer, nous aussi, cette campagne-là avec ces trains verts et bleus. Alors, c'est quelque chose à surveiller, c'est très important. Évaluer aussi les impacts sanitaires potentiels et avérés sur la qualité des milieux que je viens de vous montrer. Et là, je vais parler de végétalisation des cours d'école, que je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, toute cette évolution de la ville rapide hein, qu'on est en train de vivre maintenant, pour à la fin arriver avec ce travail transversal de construire des mesures de prévention, de gestion et de sensibilisation et de communication sur le mode aussi, sur le mode de gestion de ces écosystèmes urbains, mais toujours en fait, toujours prenant en compte la santé, en fait, les trois santé et la protection de la biodiversité. Voilà, moi j'essaie d'aller plus vite. Alors là, je vais vous donner un exemple parmi ces projets. On a un projet d'études scientifiques qui est né déjà depuis de l'année 2018. C'est un projet, je l'appelle comme ça un projet qu'on construit parce qu'on a différents experts qui travaillent dans ce projet-là. Pourquoi j'ai décidé de vous le montrer? Parce que c'est très important en fait quand on peut prendre ces qualités des milieux, ces préventions des risques au niveau de nos milieux en fait urbains. Il est important de prendre en compte trois approches. L'approche environnementale, l'approche sanitaire et l'approche sociologique. Cette approche environnementale, qu'est-ce qui va nous aider? Il va nous aider à déterminer quels les facteurs qu'il peut en fait, bon là, je n'ai pas d'éthique, hein, les facteurs biotiques et abiotiques qui conditionnent la densité d'éthique. Qu'est-ce qui se passe dans nos milieux par rapport à cette espèce? Après, l'approche sanitaire, aller plus loin, c'est caractériser ces risques sanitaires. Est-ce que ces tiques qui sont porteurs de la borrelia, que tout à l'heure, Madame Ferron qui parlait de la maladie de Lyme, et cette approche sociologique, et pour moi, elle est très importante parce qu'elle va nous aider à comprendre les représentations sociales de la nature en ville. Ça, c'est très important, en fait, comment les citoyens ils perçoivent aussi ces natures en ville, ces risques aussi, pour après avoir une construction sociale avec eux. Et là, dans ce travail-là, on a à ce jour, hein, on a arrivé à la conclusion en ville, le cycle de la maladie de Lyme, bon, le cycle de la borrelia, il est incomplet parce qu'on a tous les facteurs abiotiques, ça veut dire l'humidité, la température,
Mais par contre, on n'a pas tous les facteurs biotiques parce qu'il nous manque, et là, je l'ai mis ici, il nous manque la grosse faune sauvage en ville pour pouvoir disséminer en fait les tiques. En périurbain, le cycle il est plus complet qu'en milieu urbain. Mais ça, c'est grâce à quoi qu'on a pu comprendre cette écologie de cette espèce qui dit les tiques dans une écologie urbaine. Le travail en fait transversal et avoir la communauté de scientifiques avec nous. On a un autre projet, je vais bientôt finir. Un autre projet, en fait, aussi, c'est un projet européen. Nous, la ville de Lyon, en fait, il fait partie, en fait, des partenaires. C'est un projet Biorodis Biodiversa. C'est un projet qui nous permet, en fait, d'établir un inventaire des différents rongeurs présents. Tout ça, c'est le parc de la Tête d'Eau, si vous connaissez Lyon. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est faire la modélisation aussi des pathogènes que ces rongeurs peuvent véhiculer pour à la fin arriver à tester différents scénarios de gestion de ces biodiversités-là. Et là, dans ce projet-là, on est en plan dans le projet, dans l'approche Une seule santé. Bon, j'espère que c'est clair, je ne vais pas trop rapide. Quelques points de vigilance que maintenant, on peut le dire après de travail avec ce travail transversal, il faut que chaque acteur se positionne par rapport au projet, par rapport à l'action. Ça veut dire que quand on présente l'action, le projet, et on les présente, chaque acteur, il dit, ah oui, là, je me projette dans cette action-là parce que je peux participer, je peux donner mon expertise. Il faut partir toujours, évidemment, d'un état des lieux. Autre chose qu'il faut prendre en compte des points de vigilance, c'est le temps, c'est l'échelle de temporalité, parce que le temps politique, il est différent que le temps scientifique au niveau des publications et aussi le temps des citoyens. Et cette différente échelle de temps, il faut le prendre en compte. Au niveau de la communication, sensibilisation, information, quelque chose que je tiens beaucoup, il faut toujours communiquer par rapport au cycle biologique de l'espèce. Et on le voit avec les moustiques tigres, on dit qu'il faut être sec avec les moustiques. Il faut éviter, en fait, oui, pardon. Je suis dans le temps, je pense que presque je vais finir, désolée, oui, désolée. Évidemment qu'on trouve quelques freins aussi. On est dans une collectivité où les collectivités, le management, il est plutôt vertical, on fonctionne en silo. La réglementation, elle est toujours un peu loin de la réalité du terrain. Les moyens qui nous manquent et aussi les différentes échelles du travail, parce que soit on l'écoutait tout à l'heure, il faut descendre au niveau des collectivités, il faut descendre au niveau du terrain. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a 7 groupes de travail. C'est un groupe de travail qu'on a mis en place cette année. Il est très intéressant parce que les villes et santé, ils mènent de nombreuses actions sur les espèces nuisibles, si je peux utiliser encore ce mot-là. Et là, en fait, on est en train de travailler tous ensemble pour arriver à la fin à des recommandations en termes de gestion des écosystèmes urbains qui maximisent la préservation de la biodiversité, mais qui préservent aussi la santé des milieux et la santé des utilisateurs de ces lieux au niveau de l'aménagement urbain. Alors, on arrivait à 3 par rapport au protocole, parce qu'on voudrait sortir un protocole, une seule santé en pratique. Hein. On verra si on va arriver. Je suis confiant que oui. Et pour l'instant, on est arrivé à 3 axes importants, une surveillance de ces natures, les caractéristiques du milieu et la l'étude des paysages, il est très important parce que c'est nous, les collectivités responsables de la qualité des milieux, ah mince, j'ai mangé le mot. Bon, de la conception, pardon, jusqu'à la gestion de ces milieux-là. Alors, c'est l'étude des paysages, il est très important. Et aussi, c'était axe de communication, sensibilisation et information, toujours à partir du cycle de vie de l'espèce. Et là, on ne peut pas travailler, nous, tout seul.
Il faut qu'on travaille en fait à plusieurs, vous l'avez vu. Et quelque chose que je tenais à dire comme aussi conclusion, c'est qu'un des constats que le milieu urbain, les villes, est peu étudié. On peut faire toutes les actions qu'on veut, mais en ville, en fait, parce que nous, les villes, en fait, la gestion des risques, elle est plus difficile à contrôler dans des grandes villes. C'est pourquoi que les villes ont un rôle important sur les aspects de surveillance et prévention. Par contre, l'écologie urbaine, on ne les connaît pas beaucoup, et même les chercheurs, ils ne les connaissent pas. On connaît bien l'espèce dans leur milieu naturel, mais en milieu urbain, non. On connaît les pigeons, évidemment, les pigeons, les rats, les ambroisis, tout ça, parce que c'est des espèces urbaines depuis longtemps. Mais maintenant, comme on est en train de changer ces biotopes urbains, il y a des espèces invasives qui arrivent, comme les ragondans, exemple. Et là, on connaît cette écologie urbaine, on ne la connaît pas beaucoup, et c'est pour ça que nous avons besoin de la recherche en ville pour comprendre comment fonctionne l'écologie urbaine, qui c'est une science nouvelle, et les interactions entre la biodiversité urbaine et les populations humaines. Voilà. Un grand merci. Moi, je ne sais pas si j'étais claire, j'espère. J'imagine que oui, et que j'étais dans le temps. Absolument. Vous avez été très clair et vous avez été dans le temps. On vous en remercie chaleureusement. Dans le chat, il est relevé que votre présentation était très intéressante, mais était un peu rapide. Donc, l'ensemble des supports qui ont été utilisés aujourd'hui seront bien sûr transmis aux participants à l'échéance de ce webinaire. Pour conclure, je passe la parole au docteur Anne-Marie Durand de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, je vous remercie. Donc, je suis directrice de la santé publique à l'Agence régionale de santé. Je tiens tout particulièrement à remercier nos trois intervenants, Christine Ferron, Pascal Boireau et Diane Sepulveda, pour leur témoignage, leur regard sur cette approche une santé avec des points de vue qui sont vraiment très, très complémentaires, variés, que ce soit sous un angle purement scientifique, celui de la promotion de la santé et de l'urgence à agir, on a bien compris, ou des approches concrètes sur le terrain qui émergent ici ou là, et la ville de Lyon en est un bel exemple. Ceci nous permet à nous tous qui sommes impliqués dans la santé environnementale régionale de nous approprier ce concept et de le faire partager autour de nous, ce qui nous paraît un point vraiment majeur pour la suite. Et cet aspect-là sera bien évidemment au centre de notre PRS 4. Je vous remercie tous également d'avoir été nombreux, présents à cette séance aujourd'hui, qui visait à présenter le bilan de ce PRS 3, en tirer quelques enseignements et à montrer combien il a permis de mettre le pied dans la porte, si je peux me permettre, pour ce développement d'un environnement favorable à la santé et d'utiliser ce concept d'une santé à l'échelle de notre région. Je remercie enfin l'équipe d'appui au PRS 3 qui nous a accompagnés durant toutes ces années, qui a organisé et qui a animé de très belle manière ce webinaire de la CRSE. Après l'été, nous lancerons donc les travaux pour le PRS 4. Je souhaite que notre futur plan mobilise de plus en plus de personnes et je me réjouis de voir également que l'université, la recherche prennent contact avec nous progressivement, avec le souci de partager leurs connaissances, de partager leurs recherches, leur expertise pour nous permettre d'avancer et de faciliter les travaux qui vont être menés ici ou là. Outre l'ouverture sur une santé pour laquelle nous avons insisté cet après-midi, le PRS 4 s'appuiera sur les réussites du PRS 3 et restons modestes, le travail va être encore long et on a beaucoup à faire. Nos outils doivent être enrichis, doivent être consolidés et surtout le défi sera d'amener, comme je viens de le dire, un maximum d'acteurs pour participer, un maximum d'acteurs, mais aussi de citoyens que nous sommes tous,
pour vraiment apporter cette approche sur l'ensemble de nos territoires, et c'est un des points majeurs. Plus que jamais, notre PRSE devra convaincre, devra susciter, accompagner les actions sur nos territoires. C'est vraiment un enjeu majeur dans un contexte, comme on l'a vu, de préoccupation d'un climat qui évolue rapidement et duquel nous devons tenir compte pour pouvoir, là aussi, avancer et tenter de lutter contre les méfaits et les éléments déjà visibles de cet impact. Pour l'activation du levier santé et plus largement une santé, ce PRSE 4 devra s'inscrire en appui des politiques régionales, le SRADET notamment, mais devra aussi imprégner les politiques locales telles que les PCAET, les PLU, les PAT, les PEDT et tous les autres siglantés qui sont importants sur chacun de nos territoires. Je vous remercie encore de votre participation aujourd'hui et vous donne rendez-vous bien évidemment tous à la rentrée pour les groupes de travail et la préparation de ce PRSE 4. Merci, bonne journée à tous.